bonjour à tous. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été obligée de se reconstruire. Et je pense qu'on sous-estime encore aujourd'hui la force morale et politique qui a été nécessaire pour le faire. Et au cœur de cette reconstruction, il y a le début de la fabrication d'une communauté qui n'était pas qu'économique, même s'il était d'abord économique. Et c'est pourquoi je suis hérophile, c'est-à-dire je me sens comptable de cet héritage et je dois le faire fructifier. Et c'est ce que j'essaie depuis que j'étais au Parlement européen et ensuite. Et j'ai été élu en 1989 au moment de la chute du mur. J'ai assisté à la pression américaine. On n'avait jamais vu les congressmen américains au Parlement européen, mais ils étaient en masse. Et c'était l'otanisation et la pression occidentale pour traiter cette question, non pas forcément dans l'intérêt des populations, qui n'étaient pas vraiment considérées, mais dans l'esprit de camp contre camp. C'est indéniable. Les parlementaires européens étaient résistants, un certain nombre porteurs de l'ostpolitique dans leur culture, néanmoins un peu embarqués dans cette trajectoire. Ensuite, nous avons voulu consolider notre union économique et politique, et c'est le traité de Maastricht qui était bancal, autre difficulté qui est derrière nous. Et puis il y a eu 2004, le grand élargissement. Je ne veux pas entrer dans un débat avec vous, certains d'entre vous sont certainement hostiles à ce qui s'est fait, et moi je pense que malgré tous les défauts et les vices de la façon dont c'était fait, c'était positif, mais ça peut se discuter. En tout cas, je voulais rappeler ceci au départ pour dire maintenant, nous sommes immergés dans la mondialisation et avec tous les dangers qui surgissent aujourd'hui. Et donc le sens de mon propos, que je vais ramasser au maximum, il est reconstruction ou décomposition. Et le mot décomposition n'est pas faible, c'est bien de ça qu'il s'agit. Une reconstruction, une renaissance du projet, qui va supposer force morale et politique, mobilisation des populations. Voilà notre perspective. Et à la question posée par rapport aux problèmes du monde, que devons-nous être? Pôle, spectateur, acteur. Pôle, nous voulons l'être, ou plutôt nous voulons rester un môle de prospérité que nous avons gagné. On résiste. L'Europe n'est plus le centre du monde, elle s'est rétrécie, c'est une province du monde. On veut à tout prix garder ce que nous sommes, mais d'abord notre prospérité, qui est menacée. Et donc, môle, nous le sommes. Spectateurs vis-à-vis du monde extérieur, ça c'est criant, nous n'avons pas de stratégie européenne. Nous sommes inward looking, d'abord, nous n'avons pas réfléchi à ce problème de comment être dans ce nouveau monde, en évacuant les tares du passé chez nous et en inventant du neuf. Mais nous devons devenir un acteur du nouveau monde, bien forcé, parce que d'abord nous sommes impactés par toutes les tensions extérieures, et d'autre part, nous aussi, nous sommes comptables de notre commune humanité. On a parlé écologie, on pourrait citer beaucoup d'autres enjeux. C'est dans notre intérêt de devenir acteurs, mais c'est aussi dans l'intérêt de toute l'humanité. Et si, en principe, nos valeurs, celles de Gorbatchev, au-dessus de nos bisbilles communistes, conservateurs et autres, il y a des valeurs communes. Je rappelle les messages historiques de Gorbatchev. Et la maison commune, elle est Europe dans une maison commune humanité. Voilà. Alors, nous avons deux problèmes à résoudre en un, et après je peux être plus schématique. Consolider nos solidarités internes et devenir, alors j'ose pas parler puissance, c'est un mot connoté quand même, disons une force unie, pacifique, qui œuvrera pour la réconciliation et pour partager des biens communs qui s'appellent l'eau, le climat, etc. Mais les deux, parce qu'actuellement nous sommes menacés d'implosion d'abord pour des raisons intérieures par manque de solidarité dans l'eurozone, dans l'Union criante,
nous connaissons mal nos voisins, chacun défend son intérêt menacé. Et d'autre part, comme je l'ai dit, le monde surgit chez nous par notre voisinage, par la Russie, par la Turquie, par le Moyen-Orient et bien au-delà. Donc nous sommes dans une situation critique. Je ne veux pas, moi, nourrir du pessimisme. C'est une tâche historique, elle est très belle. Si nous arrivons à motiver les jeunes, nous gagnerons. Mais est-ce que nous ne faisons rien dans cette situation? Nous apprenons beaucoup dans la crise. À ça, mode de croissance obsolète, ça a été dit avant moi tout à l'heure. Oui, dans la crise, on est obligé de s'interroger. Et pourtant, on crie tous au secours, il faut la croissance. Nous ne savons pas laquelle, comment la construire. Mais nous sommes dans une situation critique, nous apprenons de la crise, mais nous restons trop faibles sur mon double terrain, solidarité interne, capacité de stratégie externe. Quelques mots sur solidarité interne. Alors les choses sont tout à fait criantes en Europe. Il y a 3 forces d'éclatement absolument visibles, et encore, je simplifie, mais elles sont là dans l'agenda tout de suite. L'eurozone peut éclater. Alors on peut dire tant mieux, tant pis. Réfléchissons à cet échec monumental de la tentative de faire une communauté, si l'eurozone, même si ça a été mal bâti. Nous sommes forcés de passer à un niveau de solidarité plus forte, budgétaire, fiscale, qui touche aux souverainetés nationales. C'est ce saut qualitatif qui est à l'ordre du jour dans l'eurozone. On a commencé l'union bancaire, et même si c'est à peine amorcé, on peut dire tout de suite c'est raté, c'est pas bon. C'est au moins un objectif fondamental. Derrière, il y a l'union budgétaire, il y a un gouvernement économique. Dans les toutes prochaines années, sinon la décomposition. Il est clair que Draghi nous a sauvés en 2012, mais le problème demeure. Bon. Enfin, ça, c'est mon opinion, je sais que c'est discuté. Il y a une politique monétaire, on ne peut pas dire qu'il y a une politique économique. Elle n'existe pas, la politique économique européenne. Deuxième foyer d'éclatement, l'Union 28, la sortie de la Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre une option claire, il faut un débat transnational là-dessus. Moi, je suis pour qu'elle reste, parce que je pense encore un rétrécissement. Et puis l'Union 28, c'est pas seulement le grand marché, comme on dit souvent ça, c'est le grand marché, on n'aime pas en France. Non, c'est l'immigration, c'est la politique extérieure, c'est l'écologie. Donc, attention, l'éclatement de l'Union 28 serait une régression qui ne me plairait pas, mais chacun ses choix. Mais ces choix politiques, nous devons les faire maintenant. Et 3, évidemment, ce dont nous parlons abondamment et à juste titre, ce qu'on appelle les voisinages, où les partenariats s'effondrent, où l'esprit de guerre froide revient, parce que c'est la culture d'hier. Les réflexes, il y avait 2 blocs, on retrouve les réflexes. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus résistant que les anciennes cultures. Le travail sur se distancier des images d'Épinal et des cultures du passé qui ont été nocives est un travail fondamental, absolument méconnu des systèmes d'information, mais aussi des systèmes éducatifs, entre parenthèses, et des 2 côtés. Donc, Russie-Turquie, moi aussi je dois donner mon opinion, je pense qu'effectivement, on retrouve nos marques, on est sous la pression à nouveau américaine, l'otanisation, mais c'est aussi nos marques. Il faut retrouver l'esprit de Willy Brandt qui, en 1961, dans une circonstance historique majeure, 61, les débuts de la construction du mur, décrit sa rage intérieure, mais réfléchit et il lance l'ost politique, c'est-à-dire le projet de réconciliation. Avec la Russie, il faut lancer ce projet de réconciliation. On leur parle, on les écoute, on dialogue, on fait venir la diplomatie. Sinon, l'antagonisation que nous sommes en train de faire, non seulement isole la Russie avec toutes les conséquences négatives, mais aussi fait de l'Ukraine un Tchernobyl. Et le terme est juste, il est dans une discussion future, le terme est juste. On les broie, littéralement, si on continue à faire ainsi. Alors, leur défaut intérieur, c'est pas mon problème, mais notre responsabilité, elle est tout à fait visible. Et je dois souligner l'hypocrisie des Européens, qui est liée aussi à une naïveté, un manque de culture, tout ce que vous voudrez, mais aussi l'hypocrisie. Parce qu'on fait comme si, à Maïdan, admettons que la majorité ont une perspective d'entrer dans l'Union européenne, l'Union européenne dit on vous aime,
Mais chez nous, il est absolument évident qu'on ne veut pas qu'ils entrent dans l'Union européenne. Donc nous sommes des hypocrites profonds. Il n'y a aucun pays d'Europe qui veuille l'entrée de l'Union européenne, à part la Pologne peut-être et un ou deux pays frontaliers d'Ukraine. Mais, donc nous trichons. Et d'ailleurs, leurs problèmes financiers, laissons-les aller au FMI, parce que personne n'est prêt à avancer 15 milliards d'euros dans l'Union européenne pour l'Ukraine. Donc, je ne développe pas. Donc, je partage ce qui a été dit avant. Il faudra trouver aussi une perspective, la maison commune, renouveler cette idée. Peut-être État associé dans... Il y a des pays, la Russie est en Europe, et la Russie est parfaitement légitime de se bâtir aussi vers l'Asie, qui est quand même un pôle de développement mondial historique, et pour X raisons. Mais État associé, pourquoi pas? Mais pas tout le monde passe à l'économie de marché sans bien public, sans partenariat, sans co-investissement. Et de ce point de vue, des questions comme l'énergie et l'éducation, j'insiste, l'éducation, devraient devenir l'objet de coopération, de partenariat fondamental, d'ailleurs étendu aussi, bien entendu aussi avec la Turquie, bien entendu aussi avec la Méditerranée. Si l'Union européenne n'arrive pas à bâtir ces communautés énergétiques qui ne seront pas rétrécies à l'espace intracommunautaire, mais où entreront ces nouveaux partenaires, eh bien nous ferions un pas historique dans la bonne direction. Alors encore deux mots, et puis j'arrive au bout. Donc nous sommes très inward looking et ça peut se comprendre quand même. Hein. Nous sommes assaillis, les gens disent mes acquis sociaux. Donc le problème interne, c'est, on le voit bien, le débat austérité-croissance est un débat archi-primitif. La vérité, c'est effectivement, nous risquons de rechuter en récession, nous sommes en stagnation durable, hein, probablement. Mais nous risquons de... Mais la croissance n'est pas une solution. D'ailleurs, c'est quand même un paradoxe d'entendre des écologistes qui prêchaient pour la non-croissance il y a peu, se rallier tous comme un seul homme vers la croissance. Donc le débat avec eux, il faudra l'avoir sur la politique économique, ce qu'on fuit, parce que c'est compliqué. Mais la vérité a été dite avant moi. C'est un nouveau type de développement humain et écologique qui est à l'ordre du jour. Et pour être très concret, appelons ça croissance sobre si on veut garder le mot, parce qu'effectivement, on ne sait pas faire, dès que la croissance n'est plus là, le chômage grimpe, donc appelons ça, mais c'est plus la consommation portée à crédit, et c'est l'investissement d'intérêt public pour restructurer notre base économique dans une perspective de développement durable. L'idée d'investir remonte, on ne sait pas investir, je rappelle que l'investissement est moins 20% par rapport à 2008, ni au plan français, en interne, l'investissement public est tombé très bas, ni au niveau communautaire où l'idée c'est de le faire, ce qui veut dire quand même qu'on commence à aller vers les bonnes questions, ce qui est plutôt... Mais on sous-estime complètement le problème humain et du capital humain. Le manque de formation est quelque chose d'absolument massif. Et je pourrais développer beaucoup. Tout ceci appelle une transformation du capitalisme. Je n'oublie pas que j'ai aussi été marxiste et que mettre Marx à la poubelle est quelque chose d'un peu ridicule. Marx n'est pas Lénine, Marx n'est pas porteur d'un projet politique, il avait une compréhension du capitalisme qui mérite l'intérêt. Il n'était pas le seul, hein, mais quand même, je dis ça au passage. Mais la transformation du capitalisme est à l'ordre du jour. Le capitalisme occidental a cru qu'il allait résoudre les problèmes de l'écologie. Je parlerai tout à l'heure de l'état du système énergétique européen. Donc, je ne développe pas. L'union politique, voilà, en termes de conclusion, importante. Les États-Unis d'Europe, c'était notre horizon. C'est fini. Enfin, arrêtons. C'est la reproduction des cultures du passé. Bâtir un État fédéral comme les États-Unis, on nous a servi ça, c'est Philadelphie. On a essayé en 2004, ça a sombré dans l'échec profond. Les nations résistent. Les États sont affaiblis. Les nations résistent. Nous voulons aller trop vite. L'idée de l'État, d'une situation post-État-nation, comme disait le bon philosophe Habermas, c'est faux. Nous ne sommes pas dans le post-État-nation. Nous devons rapprocher les nations. Et c'est les nations elles-mêmes qui doivent prendre conscience du fait qu'il faut qu'elles partagent leur avenir. Cette communauté a été bâtie par des élites. Et il faut maintenant relier les citoyens à l'Union. Ambivalence des citoyens. Les élections, quand on les regarde de près, ambivalence. Ils commencent
à réfléchir qu'il faut agir à deux niveaux, au plan interne, au plan communautaire, ils ont peut-être oublié le plan mondial. Voilà, et comme Pilar, je termine par la touche culturelle, la reconnaissance d'autrui et la compréhension de notre identité personnelle et collective et multiple est un travail anthropologique et culturel fondamental qui sera la clé de la réussite.